Texte 4, donc voici le texte 4, donc le dernier texte pour le thème du théâtre, et donc c'est le quatrième dernier texte pour le thème du théâtre, et le troisième et dernier texte pour l'œuvre du menteur de Pierre Corneille. Donc évidemment, comme là, nous sommes à chaque fois dans les œuvres du menteur, hein, donc les introductions sont généralement les mêmes, parce qu'évidemment, par exemple, la date de création, l'auteur, etc., le contexte de création, de publication, tout ça, ça reste le même. Le résumé général de l'œuvre, pareil. En fait, globalement, l'introduction reste la même, sauf justement l'extrait du passage, qui est propre à chaque extrait, hein, justement, est propre à chaque texte. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, c'est que globalement, on est dans une suite logique, c'est-à-dire que chaque texte est une suite généralement chronologique des événements. Parce que si on remet les événements en place, on a commencé, donc je parle pour les textes du menteur, hein, parce que le texte 1, du coup, c'était à part, c'était Faubourg Scapin, c'était une œuvre complémentaire. Mais pour les œuvres spéciales du menteur, le premier texte, on avait affaire à la dispute entre le maître et valet, qui a été comique, puis donc, où le valet cherchait à donner la raison, enfin à rappeler son maître à la raison, au droit chemin, à le remettre dans le droit chemin, à le remettre en question, à faire en sorte qu'il se questionne, qu'il arrête de mentir et qu'il, en gros, d'un point de vue global, aille s'excuser. On a ensuite vu du coup sa réfutation héroïque et amoureuse que Dorante, donc le maître, adressait à Clarisse. Puis on a vu à la fin l'arrivée des servantes, notamment Isabelle, qui interrompait en prévenant Clarisse qu'il pourrait y avoir l'ombrage. Donc voilà, donc ça c'était pour le texte 2. Et ensuite, précédemment, nous avons vu avec le texte 3, encore une fois, donc on va dire la suite, un petit peu des mensonges, quiproquos, rebondissements, etc. De Dorante, hein, puisque c'est son rôle, c'est ce qu'elle veut dire dans la pièce d'être un menteur ingénieux, talentueux. C'est pour ça que Corneille l'a mis en scène. Voilà, et donc dans le texte 3, du coup, hein, encore une fois, comme on avait vu, il y a une dispute. Donc là, c'est la suite. Tout d'abord, son valet essaie de le remettre à la raison. Ensuite, il explique sa relation amoureuse, ses sentiments pour Clarisse, donc rempli avec des quiproquos et des mensonges, puis voilà. Et puis, il y a Clarisse qui lui fait comprendre que elle ne le croit pas, elle s'y intéresse pas. Elle n'y porte point intérêt. Et ensuite, il y a, parce que Isabelle, juste avant, a prévenu qu'avec l'arrivée d'Alcippe, il y aura l'ombrage. Et ça veut dire que, attention, faut se méfier. Et puis surtout, c'est même pas sûr qu'en fait, il est sincère, c'est surtout ça le problème. Puis après, du coup, il y a la dispute du texte 3. Oui, c'est ça, la dispute. En fait, non, c'est pas vraiment une dispute, c'est plus l'échange avec son père. Oui, non, excusez-moi, d'ailleurs, c'est pas vraiment une dispute, c'est vraiment l'échange avec son père. Mais où, en fait, il assume pas, il assume pas ce qu'il fait, il ment. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que déjà, il se ment à lui-même. Il s'invente une vie, il s'invente une relation avec Orphise, la fameuse Orphise. Et son père, il ne le laisse pas parler. Voilà, il s'invente la relation avec Orphise. Et ensuite, il fait des tirades et il laisse pas la parole à son père. Voilà, puis seulement après, son père accède enfin à la parole et l'interroge à propos de ce mariage. Puis après, il rétorque encore par une tirade où il accentue un petit peu les faits pour gagner la confiance de son père et son alliant, l'honneur comme on l'avait vu précédemment. Voilà, mais encore une fois, il est quand même obligé de se mentir à lui-même, ce qui est quand même impressionnant, scandaleusement impressionnant, on va dire ça comme ça, et aussi à son père, encore une fois, comme on avait dit, qui est géniteur et qui lui est proche. Donc voilà. Et donc on voit quand même, voilà, et puis on voit une gradation un petit peu, au début, donc c'était assez comique, le texte 2, le premier texte du menteur, là, qu'on a étudié,
C'était assez comique, il était juste avec son valet. Ensuite, il s'amuse, entre guillemets, à séduire un peu Clarisse. Il veut savoir comment ça se passe à Paris, ça, il veut se faire une place en Paris, hein, comme on a vu avec l'introduction. Puis, et le deuxième mensonge, donc ça s'accentue, là, quand même, quand il ment à son père, là, c'est quand même gros, hein, c'est quand même plus gros. Et enfin, donc ça, c'était le texte 3, hein. Et là, on va arriver sur le texte 4, qui est vraiment le sommet, un petit peu, enfin, c'est un peu jamais 203 comme on dit, c'est un peu le mensonge entre guillemets de trop, c'est une dispute. Parce qu'on avait vu dans la scène précédente, déjà dans la première scène, on avait vu quand il faisait sa réfutation héroïque et amoureuse, Clarisse était quand même méfiante grâce à l'intervention d'Isabelle, surtout du fait qu'elle est quand même mariée, donc elle est censée être fidèle, enfin elle est fiancée, donc elle est censée être fidèle à son fiancé Alcippe. Donc voilà, et c'est surtout, enfin heureusement que Isabelle la prévient. Et ensuite, le texte d'après, il y a les filles qui sont présentes en troisième plan, comme on avait dit, hein. On avait expliqué l'histoire des plans, les idées des plans, mais elles sont quand même présentes. Donc c'est quand même, entre guillemets, dangereux, enfin, il y a un problème. Et on va voir que ça va dégénérer dans la scène, enfin, dans l'extrait que nous allons étudier aujourd'hui. Donc voilà, bon, je vais pas refaire l'introduction parce qu'à chaque fois, hein, enfin, je peux la redire vite fait, mais à chaque fois c'est la même. Voilà, le menteur, c'est une œuvre façon de Pierre Corneille qui a été créée en 1944 par la troupe du Marais. Et à l'époque, justement, bah, le but c'était le plaquer, hein, de plaire, de divertir essentiellement. On va voir quand même à chaque fois qu'il y a une morale, il y a une instruction, il y a le doqueré qui est présent, enfin, que l'auteur, enfin, que Corneille présente, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que de base, les pièces, c'est surtout pour plaire et divertir, mais que seuls ceux qui cherchent ou indirectement, un peu en cherchant plus loin, ils cherchent à instruire. Généralement, quand on écrit une musique, enfin quand on compose une musique, quand on écrit un livre, etc., il y a une portée, il y a un message généralement moral qui est pensé par l'auteur. Et après, le but premier, c'est de divertir, c'est de plaire, c'est de divertir, mais il y a quand même un but d'instruire qui est à l'arrière-plan et qui est quand même bien présent. Donc voilà. Je vais, comme d'habitude, lire le texte dans la globalité, même si dans le bac, il n'y aura pas la globalité. Alors, c'est parti. Scène 5, donc toujours la scène 5. Donc les personnages, donc il y a Clarisse, Lucrèce, Isabelle à la fenêtre. Donc à la fenêtre, c'est la didascalie, hein. Dorante, Cliton en bas, le didascalie. Donc les filles sont toujours à la fenêtre. Dorante est toujours en bas avec Cliton. Dorante. Je pourrais tout, madame, en ton lieu contre tous. Clarisse. Jusqu'à vous marier quand je sais que vous l'êtes. Dorante. Moi, mariée, ce sont des pièces qu'on vous a faites. Quiconque vous l'a dit s'est voulu divertir. Clarisse à Lucrèce. Est-il un plus grand fourbe? Lucrèce à Clarisse. Il ne sait que mentir. Dorante. Je ne le fus jamais, et si par cette voie on pense. Clarisse. Et vous pensez encore que je vous crois? Dorante. Que la foudre à vos yeux m'écrase si je mens. Clarisse. Un menteur est toujours prodigue de serments. Dorante. Non. Si vous avez eu pour moi quelques pensées qui, sur ce faux rapport, puissent être balancées, cessez d'être en balance et de vous défier de ce qu'il m'est aisé de vous justifier. Clarisse à Lucrèce. On dirait qu'elle dit vrai, tant son effronterie avec naïveté pousse une menterie. Dorante. Pour vous ôter de doute, agrée que demain, en qualité d'époux, je vous donne la main. Clarisse. Et vous la donneriez en un jour à 2000? Dorante. Certes, vous allez mettre en crédit par la ville, mais en crédit si grand que j'en crains les jaloux. Clarisse. C'est tout ce que mérite un homme tel que vous. Un homme qui se dit un grand fourbe de guerre et qui n'en a vu qu'à coups d'écritoire ou de vers. Type 21 de Poitiers et compte à son retour que depuis une année il fait ici sa cour, qui donne toute nuit festin, musique et danse, bien qu'il l'ait dans son lit passé en tout silence, qui se dit marié puis soudain s'en est dit. Sa méthode est jolie à se mettre en crédit. Vous-même, apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme. Cliton à Dorante. Si vous en tirez, je vous tiens à mille hommes. Dorante à Cliton. Ne t'épouvante point, tout vient en sa saison. Donc voilà pour la lecture du texte. Comme problème que nous pouvons nous poser, hein, comme problème problématique, comment Corneille rend-il comique cette scène du trompeur trompé? Donc c'est une problématique assez simple, hein, de premier plan, hein, c'est
comment Corneille. Donc il y a toujours cette idée du comique, hein, du plaire, hein, dans le Plaquéry, là, il y a toujours le. En fait, ce qui est plaisant, c'est le côté comique que ces extraits euh, rejaillissent, retentissent, enfin, font ressortir, c'est ça qu'il faut dire. Et donc, comme plan, alors en premier mouvement, il y a une introduction à la dispute, c'est les lignes 1 à 6. Donc, l'introduction, c'est dans le sens le début de la dispute, l'origine, la source, un petit peu. Le mouvement 2, donc là, on est en phase de dispute, on est en pleine dispute. C'est un menteur fragilisé qui tente de se défendre, ligne 7 à 15. Donc, c'est le menteur, c'est Dorante, hein, qui est fragilisé, donc il sent que là, ses manchons, c'est en train de lui retomber dessus. Les femmes, enfin notamment une des deux femmes, donc Clarisse qu'elle tentait de séduire, elle est quand même sur ses gardes. Et avec sa suivante, pareil, enfin c'est sa copine suivante, c'est pareil. Donc là, il commence à se mettre en question, il commence un peu, c'est ce qu'elle veut dire, à stresser. Voilà, et enfin le dernier mouvement, c'est le sommet, donc au plus haut point de la dispute, et c'est le début d'un peu d'un retournement de situation, ligne 15 à fin. Donc là, c'est vraiment la dispute qui a pris forme, qui est installée et qui s'accentue. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer la lecture linéaire. Alors, c'est parti. Donc, ligne 1. Je pourrais tout, madame, en tout lieu, contre tout, contre tous. L'usage du futur simple pourrait nous indique qu'il y a une condition un peu de l'avenir, du futur, où ici, Dorante, encore une fois, c'est toujours son caractère un peu d'héros, voilà, se présente encore dans cette phase un peu de séduction face à Clarisse, essaie de la séduire en se présentant comme un héros et c'est un peu en montrant une marque de protection, qu'il la protège, enfin qu'il la protège ou qu'il pourra la protéger. Voilà, donc en sous-entendant qu'en gros, si, enfin, d'un point de vue global, s'ils sont ensemble, ce sera un réel protecteur. Ensuite, à la ligne 2, Clarisse rétorque. Ainsi, c'est un peu, enfin, c'est vraiment de manière à le tester sa fidélité, son caractère, entre guillemets, sa pensée, en demandant jusqu'à vous marier quand je sais que vous l'êtes. Donc, quand elle dit jusqu'à vous marier, déjà, c'est la condition, elle le teste. Ça, c'est la première interprétation. Et l'autre interprétation, donc par l'autre proposition, quand je sais que vous l'êtes, donc proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de temps, marquée par le pronom, enfin le complément circonstanciel de temps, quand. Donc c'est quand, donc c'est enfin, dans le sens d'une condition quand elle sait que vous l'êtes. Ici, ça marque déjà une période de froid. Donc on passe d'un intérêt, d'un questionnement approfondi de la part de Clarisse à un froid. Déjà là, il y a le début de la dispute. Quand je sais que vous l'êtes, ça crée un froid. Déjà, elle pose une question, est-ce que vous allez vous marier? Donc est-ce que vous êtes fidèle? Et quand elle dit quand je sais que vous l'êtes, là c'est vraiment le test de la fidélité, entre guillemets. En effet, le test d'affidélité, parce qu'elle sait que, enfin, elle a assisté à la scène précédente où il disait qu'il est marié. La preuve, c'est qu'elle dit que je sais, l'usage du présent simple dans l'indicatif, c'est le verbe savoir. Et par conséquent, elle le soupçonne de mentir, elle le soupçonne d'être infidèle. Elle se dit, ah bah voilà, il est marié, et maintenant il continue de me séduire, comme dans le texte 2. Enfin, entre guillemets, ça c'est ce qu'on dit, hein. Elle n'a pas dit comme dans le texte 2, mais voilà. En fait, cette dispute, c'est une dispute, mais en fait, ça devient entre guillemets un interrogatoire. Il y a quand même un interrogatoire, on va voir que les filles vont le questionner. Ensuite, donc Dorante, là, on est quasiment à la deuxième partie, hein. Enfin, on approche à grands pas de la deuxième partie, puisqu'il est déjà sur la défensive, euh, avec l'hyperbole. Ce sont des pièces qu'on vous a faites. Donc, quand il dit moi marié avec l'usage d'une phrase exclamative, puis il développe en utilisant une hyperbole, ce sont des pièces qu'on vous a faites. Là, il se défend. Il sous-entend qu'en fait, qu'elles sont naïves et que on leur a raconté des sottises pour se divertir. En effet, elle dit en ce sens, quiconque vous l'a dit, ça a voulu divertir, par une phrase simple. Il confirme qu'elles sont naïves, enfin, il sous-entend qu'elles sont naïves et qu'elles se sont fait avoir par des sottises de quelqu'un qui a voulu plaisanter à son sujet, ou en tout cas au sujet du mariage, justement, de, de Dorante. Donc là en fait, déjà, il y a même un début, hein, ça se lit, de retournement de situation. En fait, il est en train de retourner le jeu.
C'est-à-dire que les filles, enfin là, notamment pour l'instant Clarisse, enfin le soupçonne d'être un menteur, et lui il retourne le jeu en disant non, je suis pas un menteur, donc c'est pas moi le problème, c'est toi, t'es naïve, tu t'es fait pigeonner, on va dire ça comme ça, excusez-moi pour le langage familier, mais c'est ce qu'elle de le dire. Tu t'es fait avoir par quelqu'un qui a voulu te raconter des sottises et se divertir. Donc là, il y a déjà un retournement un petit peu. Ensuite, il y a les apartés. Les apartés, hein, on sait déjà au début, Clarisse, Lucrèce et Isabelle, les trois femmes à la fenêtre. Donc déjà, il y a la distance. Hein. Tandis que Dorante et Cléton, il est en bas. Donc déjà, il y a les distances. Et par conséquent, les trois femmes à côté se font des apartés pour finir cette première partie. Où Clarisse dit à Lucrèce, il y a l'escalier interne, parce qu'elle fait partie du texte informative, hein, informative à Lucrèce. On sait que Clarisse s'adresse à Lucrèce par le biais d'une phrase interrogative: est-il un plus grand fourbe? Donc là, elles discutent entre elles, et Lucrèce lui répond euh, il ne sait que mentir. Donc elle confirme, elle dit pas oui ou non, c'est pas une réponse simple, elle répond autrement, entre guillemets, et par une réponse pas fermée oui ou non, c'est ouvert. Elle répond il ne sait comment dire. En fait, en fait, elle le dit le oui indirectement, c'est-à-dire qu'elle confirme indirectement, enfin, elle confirme l'idée que c'est un fourbe, c'est qu'elle veut dire c'est un menteur, il ment, il ment. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, donc là, on continue la dispute, hein, comme je le disais, on est dans la partie centrale du texte avec la dispute qui est en plein cœur, enfin on est au cœur de la dispute, du déroulement de la dispute, du mélange de disputes qui prend la forme d'un interrogatoire. Et Dorante prend la position, c'est bien de dire ça, mais prend la position d'un tigre, c'est dans le sens où il se met sur sa défensive, il se met sur ses gardes, comme un lion, comme un tigre, c'est une métaphore qu'on peut euh, imposer, c'est le cas de le dire, puisqu'il dit une phrase par le biais de négation: je ne le fus jamais, je cite, et si par cette fois, trois petits points, on pense. Donc voilà, donc l'adverbe jamais souligne l'idée qu'il ne ment pas. Il insiste sur le fait qu'elles sont naïves et qu'elles mentent. Enfin, il retourne le jeu en sous-entendant que c'est elles qui mentent, c'est elles qui commettent un mensonge en croyant qu'il ment. Donc c'est une mise en abîme du mensonge, entre guillemets, c'est ce qu'elle veut dire. Et il y a quand même un retournement. Clarisse, elle aussi, donc en fait, chacun reste sur sa défensive, hein, c'est le cas de le dire, chacun prend une position un peu de. En même temps d'attaque, il y a des tacles, entre guillemets, désolé pour le langage familier, mais il reste chacun sur la défensive. Hein. Clarisse ne se laisse point duper, ne se laisse point, qui n'est point dupe, ne se laisse point, jusqu'à le dire, duper, avoir par Dorante, et répond par une phrase interrogative: et vous pensez encore que je vous crois? La proposition subordonnée relative, enfin la proposition, oui, subordonnée relative, que je vous crois, pardon, proposition subordonnée conjonctive, complétive, que je vous crois, ça se rapporte au verbe, hein, penser. Ça souligne qu'il y a un doute, elle a le doute. On ne sait pas totalement si elle est en hésitation, qu'en même temps on se dit bah, elle l'aime bien, mais elle a pas trop confiance en lui. Là, on est vraiment sur l'idée, c'est marqué, c'est logique que elle ne le croit pas. Elle hésite. Enfin, en fait, non, même pas. Excuse-moi, il n'y a pas d'hésitation justement. Là, elle est vraiment sur le point de vue. Là, on est dans cette phase, à ce moment-là, non. Elle valide qu'il ment. Enfin, elle confirme, elle reste sur cette idée-là, sur son idée, qu'elle ne le croit pas et qu'il ment. Dorante, lui aussi, continue sur sa défensive, hein, dans cette idée, par la proposition, enfin, la phrase exclamative marquée par une proposition subordonnée relative, que la foudre à vos yeux m'écrase si je mens. C'est un peu c'est une métaphore, enfin, elle se compare un petit peu à la foudre. Il y a une hyperbole. Que la foudre m'écrase si je mens, c'est quand même gros, enfin c'est ce qu'il dit, c'est quand même gros, mais en même temps là on comprend justement par cette exagération qu'il a envie, un peu comme avec son père dans le texte précédent, que les filles le croient. Il a envie d'obtenir justement la confiance et la croyance de Clarisse, d'user de sa naïveté pour ensuite pouvoir être à même de la séduire et obtenir justement une relation. Sauf que Clarisse, elle reste vraiment penchée sur son idée par la phrase simple: un menteur est toujours, elle va toujours
pour elle, c'est une évidence, ça devient presque un présent de vérité générale, prodigue de serments. Et Dorante finit ce second mouvement de texte par une très légère tirade, entre guillemets, hein, de 4 vers. Bon, donc là, on peut parler de vers, parce qu'en fait, la manière à chaque fois dont c'est tourné, comme c'est tourné de manière poétique, sur le registre un petit peu de la poésie, le thème de la poésie, le genre de la poésie, entre guillemets, on peut parler voilà, de vers, de vers pour dire que c'est une poésie. Et on sent peut-être qu'on pourrait souligner quelque part qu'il essaye d'attirer un petit peu la pitié. En effet, quand il dit tout d'abord par le mot négatif un non, et ensuite la condition si vous avez eu pour moi quelques pensées, et là on dirait pour être un peu familier, il se fait passer un peu pour la victime. Encore une fois, là il y a toujours un retournement qui est créé. Et en fait, il essaie de retourner la situation sur la globalité du texte, comme on va le confirmer après, où on l'accuse, et lui essaye de tourner ça comme dans le sens où non, c'est pas de sa faute, c'est lui la victime, faut avoir pitié de lui, et c'est justement les autres enfin, c'est de la faute des autres par leur erreur de jugement. C'est les autres qui commettent une erreur par ce jugement, et par conséquent, c'est de leur faute. C'est ça qu'il essaie de tourner, quoi. Donc il y a un réel bouleversement, mais surtout qui va se compléter, on va le voir dans la suite du texte. Et la dernière phrase de sa réplique, de ce qu'il m'est aisé de vous justifier, surtout donc, cette phrase est accentuée par l'infinitif justifié. Encore une fois, là, il y a encore ce sentiment justement de pitié. Enfin, dans le sens où il cherche à obtenir la pitié de Clarisse. On a l'impression que là, il cherche à remontrer encore une fois que c'est un héros, c'est un chevalier, un vaillant chevalier, qui, entre guillemets, se fatigue de manière aisée à prouver, entre guillemets, son innocence, son caractère positif, hein, qu'il essaye à cacher l'idée justement que c'est un menteur. Il retourne la situation, et il cherche encore une fois, il accentue l'idée la recherche de la pitié de la part de Clarisse, quoi. Ouais. Maintenant, nous entrons dans le troisième et dernier mouvement, toujours dans cette phase de dispute, mais cette fois-ci on est au sommet, c'est le plus haut point, où là, entre guillemets, ça dégénère, on pourrait dire entre guillemets, ça part en cacahuète. Bon, c'est quelques expressions un peu familières pour mieux comprendre, mais qu'évidemment, il faut éviter de les formuler exactement comme ça le jour du bac. En tout cas, voilà, d'un point de vue couramment, ça permet d'exprimer globalement les idées avec arguments et exemples qu'il faut sortir pour marquer plein de points le jour du bac. Parce que moi, j'ai un tout petit peu empiété là quand j'ai parlé de la réplique de Dorante. Voilà, avec la condition. Voilà, avec la condition, comme on avait dit, si vous avez eu pour moi quelques pensées de ce qui m'était aisé de vous justifier. En fait, ça, on était déjà dans la troisième mouvement. Et voilà, c'est pour ça que, enfin, c'est pas une erreur dramatique d'avoir mis dans le deuxième. En soi, c'est un peu dans les deux. Parce que le deuxième, voilà, on est au cœur de la dispute. Voilà, et après, c'est l'accentuation, enfin, le sommet de la dispute. Donc, en soi, là, au niveau du plan, pour rester dans la logique, c'était la troisième partie. Néanmoins, cette erreur est limite encourageante et limite positive, puisque finalement, on peut remarquer qu'en fait, cette tirade, elle appartient aux deux parties, en fait. Enfin, c'est vraiment la séparation des parties, mais justement, elle appartient aux deux. Enfin, ou peut-être pas vraiment, non, c'est plutôt le contraire. Au lieu de dire une séparation, c'est plutôt la liaison, voilà, des deux parties. Donc, voilà. Et là, donc après justement les rétorcations, enfin les répliques un petit peu de réponses où il cherche justement à obtenir sa pitié ou sa tirade, et ben on a l'impression, bizarrement, qu'il est assez, enfin par son talent, hein, il est vraiment talentueux, que ça marche. En effet, euh, Clarisse, en parlant à Lucrèce, émet une hypothèse qui est la suivante. On dirait qu'il est vrai, tant son effronterie avec naïveté pousse une menterie. Ouais, en effet, là, on a l'impression qu'elle va peut-être tomber dans le piège. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va peut-être, mais très très légèrement, essayer de le croire. Enfin, après, c'est pas totalement dit. Et Dorante, qui justement croit qu'elle commence à venir à la raison, continue. Il développe pour justement essayer d'obtenir sa confiance, hein, comme elle l'a fait avec son père. C'est un peu le même stratagème. Il déclare en ce sens: pour vous ôter de doute, agréez que demain, en qualité d'époux, je vous donne la main. Déjà, il y a la rime un petit peu des mots, l'adverbe de main avec le nom commun main. Donc,
au vers juste après, hein. Et surtout le nom commun doute, enfin, l'infinitif ôter suivi du nom commun doute, donc ôter le doute, il sent que Clarisse reste un peu moins figée, bloquée sous son point de vue, et est ouverte, elle est ouverte justement à une possible objection, un point de vue différent, justement. Et elle veut bien essayer, a priori, d'écouter Dorante et d'essayer de voir comment il va se défendre. Parce qu'en effet, c'est ça qui est plaisant autant pour les autres personnages de la pièce que pour les spectateurs, c'est qu'il est fort, il est talentueux, hein. C'est pour ça que c'est le personnage principal, et c'est impressionnant la manière dont Corneille l'a mis en scène, par son caractère, il est vraiment talentueux. Est-ce qu'il arrive, même dans des moments de dispute, a priori, à s'en sortir? Enfin, il arrive à... Bon, là, on est au point le plus haut, mais il arrive peut-être à s'en sortir. Enfin, là, c'est une légère hypothèse, hein, faut pas trop insister, mais c'est quand même bien de le dire parce que c'est une remarque tout à fait satisfaisante. Cependant, son doute, il se stoppe tout de suite. Donc là, nous-mêmes, en tant que... Enfin, là, je vous parle d'un point de vue spectateur, hein, à partir d'analyse des personnages et du point de vue qu'on peut émettre en hypothèse qu'a voulu partager Corneille, mais je prends vraiment le regard du spectateur. C'est-à-dire que là, l'évolution, il y a la dispute, la rétorcation du premier mouvement, deuxième mouvement, pareil, mais il essaye vraiment bien de se défendre par son art, par ce caractère inné, dont il a hérité là, d'être éloquent, hein. Le fait d'être éloquent et talentueux dans ses stratégies. Mais ensuite, donc, il y a eu le doute de Clarisse. Dorante insiste sur le doute. Il accentue son doute, hein, il essaye de faire en sorte qu'elle le croie, qu'elle ait confiance. Sauf que là, elle impose, donc on va le voir, l'interjection et, suivi du point d'exclamation, par la phrase simple, vous la donneriez en un jour à 2000. Là, en fait, on se rend compte qu'en fait, non, elle a peut-être eu un doute, un laps de temps, une seconde, ou voilà. Là, déjà, avec l'interjection et, ça crée un effet de rupture, hein, il y a une pause, un écart. Et ensuite, quand elle continue en disant vous la donneriez en un jour à 2000, c'est un peu une condition c'est un peu une condition entre guillemets piégeuse pour le tester. En fait, savoir même si par exemple, même si elle lui vendait entre guillemets le privilège de pouvoir l'épouser, est-ce qu'il le ferait? Donc c'est pareil, c'est une autre manière de tester sa fidélité et de le tester, de le tester globalement, autant sa fidélité que l'idée c'est de savoir s'il ment ou pas. Et lui, restant tout à fait, entre guillemets, pas vraiment hautain, c'est pas le mot le plus adapté, mais c'est un peu cette idée-là. Tout en restant un petit peu avec les épaules hautes, l'idée un petit peu du grand homme hautain, lui reste sûr de lui, voilà, sûr de lui, c'est le cas de le dire. Il emploie, donc, après, la proposition subordonnée relative, que j'en crains les jaloux, je cite, hein. Donc il confirme auprès de Clarisse, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer d'atténuer, donc de diminuer un peu cette dispute, de faire qu'elle soit moins forte ou plus basse. Et surtout, il essaye, ça faisait partie de son rôle, de séduire les femmes, donc notamment séduire Clarisse. Et lui, son but, c'est pas qu'elle se méfie, qu'elle se mette, qu'il l'ait à dos, qu'elle se mette contre lui. Lui, son but, c'est vraiment de l'avoir, justement. Donc lui, il va tout faire, justement, pour, entre guillemets, atténuer ses tentatives de piège, quoi. Donc, entre guillemets, on pourrait dire, entre guillemets, il a bien répondu par cette PSR, proposition subordonnée relative, que j'en crains les jaloux. Justement, lui s'est défendu et il est, entre guillemets, rentré dans son jeu. Enfin, pas rentré dans son jeu dans le sens où il est tombé dans le piège, dans le panneau, mais dans le sens, encore une fois, il a retourné la scène en disant, en fait, non, c'est... Moi, justement, j'aurais pas de problème, mais c'est plutôt les jaloux, ceux qui sont... Il y en aura qui sont jaloux. Donc, en fait, il a bien retourné le jeu, quoi. Il est pas tombé dans le piège, justement. Il l'a contourné, il a fait un retournement. Entre guillemets, il a mis le piège dans le sens inverse, c'est le cas de le dire. On approche petit à petit à la fin de ce troisième mouvement, hein. Le troisième mouvement finit par les deux répliques entre maître et valet, mais juste avant, il y a la grande tirade, hein, quand même assez importante qu'on peut souligner, de Clarisse, qui vient conclure, entre guillemets, la dispute. Et en fait, cette tirade, elle est assez pimentée, on va dire, assez piquante.
on va la voir que par le vocabulaire qu'elle emploie, notamment, elle emploie on va le voir, un enchaînement de propositions subordonnées relatives que en fait, elle va souligner, elle va supposer, mais avec insistance, qu'en fait, c'est un menteur, quoi. Il est infidèle et c'est bel et bien un menteur. Donc, elle a voulu essayer de tendre un piège, essayer de le prendre au piège, voilà, et essayer de tourner les situations, etc. Mais en fait, on va voir que c'est lui, au final, qui est... Enfin, là, c'est un peu le jeu du plus malin, savoir qui est le plus malin entre les deux. Voilà, et en plus, c'est pas qu'elle le prend, enfin, on va dire dans un langage familier, elle le prend avec de la hauteur. Par exemple, hein, quand elle compare, par la métaphore, un homme tel que vous. Un homme tel que vous, déjà, elle le nomme un homme. Un homme est tel que vous. Déjà, le vouvoiement, ça crée un peu, enfin, ça crée une distance. Déjà, elle lui parle pas comme si elle le connaissait. Elle lui parle comme si elle le connaissait pas, justement. Et un homme tel que vous, le nom commun homme, ça crée, voilà, ça accentue, ça augmente justement la distance entre les deux personnages. Et ça, voilà, ça accentue cette idée de l'inconnu, d'une personne quelconque, surtout une personne quelconque. Euh, voilà. C'est déjà il y a une distance qui est présente. Et ensuite, entre guillemets, elle lui dit ses vérités en face, elle lui dit ses quatre vérités. Donc, donc, pour dire ça d'un point de vue un peu familier, entre guillemets. Et elle va justement, pour lui dire, enfin lui démontrer ses vérités, lui démontrer un petit peu ses torts, ses défauts, elle va justement enchaîner les PSR, la proposition subordonnée relative. Par exemple, un homme qui se dit un grand fourbe de guerre et n'en a vu qu'à coup d'écritoire de vers, qui vint hier de Poitiers et compte à son retour. Donc le verbe compte, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu on pourrait l'interpréter dans le sens qu'il vient juste pour raconter des histoires un peu pour divertir, mais qu'il n'y a pas de sens construit, il n'y a pas de construction dans ce qu'il dit. Donc c'est une première reproche. Voilà, la reproche qu'on a dit juste avant, qui se dit d'un grand foudre de guerre, qui il se manifeste comme un grand, comme on l'a vu à travers les textes précédents, hein, 2, 3 et maintenant 4, que voilà, il se considère comme un grand héros, soldat, vaillant, sauveur. Donc en fait, c'est ça qu'elle lui reproche, que il, il attire un peu, il a envie d'avoir l'admiration, l'honneur, mais en fait, enfin, en se faisant passer un peu pour une victime, enfin, il se fait aussi passer pour une victime. Il y a un peu ce lien entre les deux. Donc ça, c'est une autre reproche que lui fait. Il cherche à avoir l'honneur parce que il sous-entend et simule un petit peu la souffrance qu'il aurait pu avoir en faisant la guerre ou par tout ce qu'il a fait auparavant. Il cherche l'admiration, quoi. Ou on pourrait le formuler autrement, il cherche l'attention. Les reproches continuent par les autres PSR, qui depuis une année, il fait ici sa cour, qu'elle lui reproche déjà que ça fait pas longtemps qu'il est là, ça veut dire déjà que ça fait pas longtemps qu'il est là, il se permet déjà, c'est un peu dans ce sens-là qu'elle lui reproche, il se permet déjà de faire, enfin de séduire, hein, pour dire dans un langage plus simple et familier, il est à l'aise, quoi, il est à l'aise. À peine arrivé, il est déjà à l'aise, il séduit à bras grands ouverts, et par conséquent, il est infidèle. C'est un peu ça qu'il faut chercher plus loin, en fait. Il faut chercher plus loin et c'est ça qu'on peut en tirer. Et puis, une dernière reproche qu'on peut relever, c'est la dernière PSR qui se dit mariée puis son dans s'en dédie. Là, c'est par rapport à la conversation qu'ils ont eue. Elle lui reproche justement d'avoir dit, enfin, parce qu'elle est, bon, elle a pas dit mot pour mot qu'elle a assisté, mais elle a assisté, comme on l'a vu, hein, c'était dans les didascalies du texte précédent, à la scène justement précédente, où il avouait devant son père qu'il était bien marié, et en plus il insistait, hein, il insistait, comme on l'a vu par ses deux tirades avant et après la réplique de son père, la rétorcation de son père, en insistant, en donnant des détails très précis. Et enfin, ça peut être choquant et ça peut être, comme on l'a dit, comme on l'a supposé, c'était une bonne supposition, mal interprétée. Parce que, résultat, il y a cette dispute. Donc voilà, et elle lui reproche justement d'avoir donc, du coup, déclaré qu'il était marié. Et maintenant, il ne veut pas assumer qu'il l'a dit. Parce qu'elle, elle croit que c'est vrai. Donc, autrement dit, elle ne veut pas assumer que c'est vrai. Ouais, donc c'est ce qu'elle lui reproche, autant de dire ça. Et en plus, de ne pas assumer son mensonge. En fait, encore une fois, il y a vraiment une mise en abîme du mensonge. Il a bien accentué son mensonge. C'est vraiment le cas de le dire.
Et pour finir, sa réplique, et la dernière phrase qui va conclure sa réplique, et il n'y a pas vraiment d'adresse directe, mais ça pourrait s'adresser un petit peu à tout le monde, autant à Lucrèce, qui est à côté d'elle, qui l'écoute du balcon, autant un petit peu à nous en tant que spectateurs. Elle vient chercher, entre guillemets, secours en déclarant vous-même apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme. Donc entre guillemets, elle demande de l'aide pour le nommer, c'est le cas de le dire, d'un point de vue hautain, d'un point de vue de son. Elle prend elle s'élève, c'est-à-dire elle prend un petit peu de distance. Vous-même apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme. Elle parle comme si c'était un objet à nommer ou à renommer. Alors qu'en fait, déjà, ce qu'elle veut dire, il y a la distance, déjà, le fait qu'ils soient en bas et les filles à la fenêtre. Cette distance, en fait, elle est assez symbolique pour justement la distance engendrée, créée par la dispute. Enfin, cette distance est symbolique et c'est ce qu'on retrouve. Surtout, voilà, elle le regarde de haut, c'est ce qu'elle veut dire. Elle demande un petit peu, elle demande un recours pour savoir comment nommer. Donc, en fait, ça accentue surtout le fait qu'elle est vexée. On comprend elle est très énervée, colérique envers son comportement. C'est pour ça que c'était la dernière partie, là, c'est la dernière partie qui englobait essentiellement la tirade de Clarisse, qui est centrale, enfin qui joue un rôle très important dans le texte et qui est centrale pour le dernier mouvement. C'est pour ça que là, c'est le sommet de la dispute. Et les deux dernières répliques, donc c'est une discussion entre maître et valet, hein, parce que, encore une fois, quand je relis les escaliers du début, les personnages sont présents, il y a Clarisse, Lucrèce, Isabelle, moi, elle était présente, mais elle n'a pas parlé. Pareil, donc c'est comme dans la scène précédente où il y avait Cliton qui ne parlait pas. Il était présent sans parler. Il était au second plan, en arrière-plan. Et là, Isabelle, c'est pareil, elle est en second plan, en arrière-plan. Donc voilà, et donc là, il y a le dernier moment, euh, Maître Valet. Donc Cliton, cette fois-ci, il donne pas enfin, il donne pas de recommandation. Cette fois-ci, non, il le tire pas par la basque, entre guillemets, pour faire référence au texte 2. Il vient pas le chercher pour lui dire qu'il extravague, qu'il est extravagant, qu'il ment, ou pour le remettre à la raison. Là, il lui dit clairement, par une position, si vous en tirez, je vous tire à bilhomme. Ce qui veut dire, c'est ce qui souligne, c'est que si, là au vu de la situation, il admirera son maître s'il arrive à s'en tirer, parce que là, il s'est mis, désolé pour le langage familier, mais il s'est mis dans un pétrin, pas possible, c'est le cas de le dire, face justement aux femmes, et plus particulièrement Clarisse. Et Dorante lui répond toujours serein, de manière serein, il reste serein, il est sûr de lui, hein, c'est des adjectifs qui peuvent le définir, des expressions adjectiviales, entre guillemets, qui peuvent le définir, et il déclare par le biais d'une négation, ne t'épouvante point, tout vient en sa saison. Et au-delà de la négation, il emploie donc une métaphore, tout vient dans sa saison. Ce que ça souligne, c'est qu'il y aura une suite où déjà il y a chaque chose en son temps, et il y aura bien un moment où elles comprendront, où ça se calmera. C'est un peu cette idée-là qu'on peut hypothéser, qu'on peut soumettre comme hypothèse. Voilà. Donc voilà pour le troisième mouvement qui est fini. Et maintenant pour la conclusion. Donc à chaque fois, en fait, la conclusion, limite, entre guillemets, faut la faire, mais là, comme je développe beaucoup, limite, j'aurais pas besoin de la faire parce que la conclusion, elle résume vraiment tout ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, même quand je résume, parfois, je dis, j'en suis là, au deuxième mouvement, et je dis, au premier mouvement, il y a eu ça, 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 avec le 2 et le 3 où ça se lit, machin. En fait, ça englobe. Ce qu'il faut en dire globalement, c'est que là, on est vraiment dans une scène de dispute qui s'amplifie, qui se gratifie du début à la fin, et que c'est bien là, enfin, on pouvait se douter, les hypothèses qu'on avait émises au texte précédent, comme quoi il y aurait sûrement une dispute ou que ça va dégénérer, bah, c'est des hypothèses qui sont vérifiées et qui sont donc par conséquent validées, que nous pouvons valider, et que il est quand même dans un pétrin Dorante, hein, il est quand même mal, il a fait souffrir, hein, Clarisse, elle paraît très forte, elle est très hautaine, enfin elle prend un ton hautain, elle s'énerve un petit peu, elle paraît sûre d'elle, mais en fait, on peut penser qu'elle souffre. Elle met un peu sa carapace, hein, pour le langage familier, entre guillemets, désolé. Elle met sa carapace, elle se cache, elle se protège. Euh, voilà, elle essaye de répondre de manière colérique, énervée, de manière adulte, mais peut-être qu'au fond, elle souffre parce que peut-être, on ne sait pas, on peut hypothéser, on verra bien avec la suite, peut-être qu'elle l'aime. Donc voilà.
peut-être qu'elle l'aime, mais elle est triste, elle a été très triste et presque énervée, hein, ce qu'elle veut dire, en apprenant qu'il était marié avec Orphise et qu'il a donné plein de détails en plus, hein, donc pour confirmer. Et ensuite, là, il nie, il essaye de nier. Et en plus, quand elle essaye de l'interroger et d'essayer de le dénoncer, il nie encore plus. Donc c'est ça qui est très, très énervant à leur égard. En tout cas, voilà pour cette partie. Cliton, lui, il a abandonné, entre guillemets, l'idée de le tirer par la basque pour le remettre dans le droit chemin. Lui, il a juste dit qu'il admirera s'il s'en sort. Mais en tout cas, voilà, Clarisse est quand même très énervée par rapport à son comportement. Elle cherche pas forcément à le remettre en question. Enfin, parfois, il y a des petites références. Mais c'est surtout, voilà, elle est là pour l'interroger et pour le tester sa fidélité, tester son caractère et se faire une idée à propos de lui, savoir si effectivement elle a raison, c'est bien un menteur fourbe et il faut rester sur ses gardes, ou est-ce que non, en fait, elle a mal compris la scène précédente, etc., etc. Et pour répondre à la problématique, Corneille rend cette scène comique, déjà d'un point de vue physique, entre guillemets, la représentation théâtrale de cette scène doit être assez comique, hein, la manière dont c'est parlé, la dispute, parfois, quand c'est représenté, c'est une dispute en vrai, c'est jamais joyeux, mais là, ça va être très drôle à voir. Et surtout, ce qui est plaisant, c'est pas forcément drôle, pour le coup, mais c'est surtout, voilà, il est très très fort, hein, du début à la fin, il arrive à s'en sortir, quoi. Et donc en soi, on peut être impressionné, malgré le fait que c'est pas forcément positif, hein. Laurent, entre guillemets, on peut dire que c'est un méchant, il ment, c'est un menteur, hein, et il fait souffrir. Mais en fait, il est tellement talentueux, tellement éloquent qu'en fait, c'est impressionnant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Et en guise d'ouverture, à chaque fois, bah là, ça peut être encore une fois la suite. Voilà. Mais pour les textes du bac, en tout cas, comme je l'avais dit, c'était le dernier sur le thème. Enfin, c'est le dernier sur les trois, c'est le troisième, donc le dernier sur le menteur de Pierre Corneille et le dernier du thème du théâtre. Voilà, je vous remercie.